Les refuges animaliers accueillent des animaux abandonnés par leurs propriétaires ou provenant des fourrières dans l'espoir de leur offrir une meilleure vie et de trouver par la suite de nouveaux propriétaires. Un refuge est principalement géré par une association de protection animale et c'est notamment le cas de La Patte Normande dont j'ai reçu Élodie, la présidente, ainsi que Ivani, bénévole au sein de l'association. Je m'appelle Élodie Dufresne, je suis la présidente de l'association de protection animale La Patte Normande depuis 2011 maintenant. Et moi je suis Ivani Levé, je suis bénévole au sein de l'association depuis bientôt 4 ans et j'ai suivi le projet depuis le départ. Ce projet à la base c'est le refuge, c'est ça ? C'est ça. Depuis le début, l'association fonctionne par des bénévoles familles d'accueil. Donc tous les chats ou animaux que l'on récupère de la rue ou d'abandon sont accueillis chez les bénévoles jusqu'à leur adoption. Et là, le projet, c'était vraiment d'avoir plus de place et d'avoir un terrain vraiment dédié aux animaux difficilement adoptables, pour lesquels on a du mal à trouver des prises en charge ou des familles, et d'avoir une sorte de sanctuaire où ils pourraient vivre correctement et finir leur vie chez eux. Un endroit plus grand avec peut-être un espace jardin aussi ou... Ah bah là, grand jardin, on a acheté un clos masure donc à Bolleville, à côté de Bolbec, qui fait 4,8 hectares. Donc ouais, niveau jardin là, on est bien. Là c'est ils ont bon. de la place. Maintenant ils ont de la place. On est beaucoup moins limité. On sera beaucoup moins amené à refuser des prises en charge à cause de l'espace. Mais maintenant il y a toute la partie chatterie. Ils ont le terrain, mais ils ont pas encore la maison en fait. Donc maintenant, il y a toute la partie chatterie à faire et c'est ça le gros projet de 2020. La réponse peut être un peu logique, mais pourquoi avoir décidé de se lancer dans un projet comme ça Depuis 2011, le projet, c'est de secourir un maximum d'animaux qui en ont besoin. Ça n'a pas changé. Et là, maintenant, le projet, c'est d'en accueillir plus et mieux. Et mieux, voilà. Au bout d'un moment, toute seule, on peut pas. C'est un boulot à plein temps, même si c'est pas mon boulot et que ça reste de la passion. Mais au bout d'un moment, on était tous d'accord qu'à plusieurs, avec plus des places et plus de moyens, on ferait. Vous avez été toutes les deux à acheter, c'est ça, l'endroit ? En fait, en tout, nous sommes 4. Élodie, sa mère et mon mari et moi. Donc, on a vendu en tout 3 maisons personnelles pour pouvoir avoir le budget pour se porter acquéreur de ce clos masure. Pour dédier vraiment, pour offrir un bel endroit aux animaux. C'est super. Et alors, l'association, comment ça s'est passé au début, la création ? Ça remonte à loin peut-être ? Ça remonte à quasiment 13 ans maintenant. Donc, j'ai créé l'asso à l'époque avec ma sœur, qui maintenant gère une autre asso dans le Calvados. Mais à l'époque, on a créé l'asso toutes les deux. On a commencé par être bénévole dans d'autres associations. On a découvert la protection animale un peu par hasard. C'est vrai que tant qu'on met pas le nez dedans, on se rend pas compte en fait de tout ce que ça implique. Du nombre d'animaux euthanasiés toutes les semaines aux fourrières, du nombre d'abandons, du nombre de maltraitances. C'est vraiment une fois qu'on a mis le nez dedans qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Donc au départ, on était toutes les deux bénévoles pour d'autres associations. Et au bout d'un moment, sur Le Havre, il n'y avait pas énormément de possibilités d'assaut. En fait, les associations étaient loin et c'est compliqué d'être bénévole d'une association qui est à l'autre bout de la France. Donc à l'époque, on s'est dit on va créer notre asso et puis on verra si on y arrive ou pas. Et puis bon, 13 ans après, on est toujours là, donc je me dis ça va, on y arrive. Est-ce que c'est que pour les chats du coup, principalement ? Principalement. Maintenant, on fait principalement des chats. Il y a quelques années, on sortait également des chiens de fourrière, mais maintenant, on n'a plus forcément les familles d'accueil pour, ni les lieux adéquats pour ça. Donc, on fait principalement du chat, mais bon, dernièrement, on a récupéré des canards, des fois, on a récupéré des lapins, des chèvres, voilà, ça reste varié, mais c'est 95% de chats. Recueillir des chats, des canards, c'est comme différent, j'imagine. Est-ce qu'il y a un diplôme ou une formation à suivre spécifique ou pas du tout ? Alors, il y a une formation qui est obligatoire, qui est l'ACACED pour les chats ou chiens. Après, il y a différents modules en fonction des animaux que l'on récupère. C'est la seule formation qui est obligatoire en France. Après, c'est plus avec l'expérience. Faut être bien entouré. Il faut des bons vétérinaires qui nous expliquent. Il faut s'impliquer, il faut apprendre. Voilà, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes besoins entre un canard, une poule, une chèvre, un chat. Il faut s'adapter. Il n'y a pas le choix. Pour les bénévoles, peut-être du coup, je vais m'intéresser aussi aux bénévoles. Pourquoi tu as décidé de te lancer aussi dans ce projet-là ? En discutant, effectivement, à la base, moi je suis une adoptante. J'ai rencontré l'association comme ça, et en discutant avec Élodie, comme elle disait, une fois qu'on a ouvert les yeux sur la maltraitance animale, les abandons, on peut plus regarder ailleurs, c'est pas possible. Donc l'idée, ça a été de s'investir auprès de l'association pour essayer de voir au maximum ce que je pouvais faire pour aider. Donc au début, ça a été éplucher beaucoup de fruits, parce qu'on vend beaucoup on fait des confitures pour vendre sur des stands. J'ai commencé après à être famille d'accueil aussi,
de petits chatons à biberonner. Et un pas après l'autre, effectivement, on s'est dit que c'était bien ce qu'on faisait déjà, mais que comment on aurait pu faire pour faire mieux. Et c'est là que du coup, un jour, Elodie m'a parlé, tiens, j'ai une idée un peu folle, peut-être que... Et quand on m'a exposé son plan, j'ai fait, oui, non, c'est pas fou du tout. Au contraire. Vous êtes tous au même endroit, du coup vous viviez au même endroit ou pas du tout? Ok, parce que vous avez vendu 3 maisons, c'est... C'est ça, donc c'était la complexité, il fallait vendre les 3 maisons en même temps et trouver un terrain après qui puisse accueillir et l'association et la châterie et nous aussi, le passage du tout. Parce que, bon, donc après ça a pris du temps, ça s'est pas fait en une journée, mais on a réussi, on a trouvé le terrain. C'est un projet qui avance bien, mais qui n'est pas fini, mais qui avance. Et justement, pour qu'il avance, il faut peut-être qu'il y ait des dons aussi. Comment ça marche? En fait, là, actuellement, pour la châterie, on est passé par un financement participatif sur la plateforme Ulule, qui effectivement là est sur un temps donné. C'est-à-dire que là, nous avons jusqu'au 19 janvier pour recueillir soit des dons, défiscalisables, bien sûr, soit acheter des contreparties. Donc ça va de 6 € à 10 000. Oui, après, il n'y a pas de montant maximum. Voilà. Oui, non, mais c'est juste, de toute façon, c'est les dons, mais c'est si les gens veulent donner de l'argent, justement, pour vous aider à faire ce projet-là, c'est sur Ulule, la plateforme Ulule. Pour l'instant, voilà, il y a le crowdfunding qui est en ligne sur Ulule. C'est la première partie, on va dire. Là, c'est vraiment le financement jusqu'au 19 janvier. Le but, c'est d'atteindre au moins 20 000 € pour qu'on puisse financer, bien démarrer et financer le plus gros des travaux. On démarche également des entreprises et des particuliers pour récupérer des dons de matériaux. Donc là, jusqu'au 19 janvier, le but, c'est que tous les gens qui se sentent concernés et qui ont envie d'aider puissent participer via Ulule, la création du refuge. Et après, il y aura aussi le chantier participatif, parce que voilà, tout le monde ne peut pas donner d'argent ni de matériel. Tout le monde n'a pas envie de donner d'argent ni de matériel, mais si des gens veulent venir aider en donnant un coup de main pour les travaux parce qu'ils savent faire, on aura aussi besoin de gens pour nous aider en plus concret, quoi. Des bras. Des bras. Besoin de beaucoup de bras. Vous êtes combien de bénévoles à peu près? Si on compte un peu tout le monde, parce qu'il y a les familles d'accueil, il y a les bénévoles qui gèrent les stands, il y a les bénévoles qui gèrent la com, il y en a qui créent, on a Josiane qui fait plein de confitures par exemple, et qu'on vend sur les stands. On doit être une trentaine à peu près, ça change assez régulièrement. Il y a une petite équipe fixe qui nous suit depuis des années. Un noyau dur. Voilà, un noyau dur. Après, il y a des bénévoles temporaires, il y en a qui... Voilà, il y a un peu de tout, ça dépend. En tout cas, on est toujours ouvert aux nouveaux bénévoles. Aux familles d'accueil. Aux familles d'accueil, après ça peut être pour tenir des stands, pour organiser des collectes, pour créer des choses. On cherche toute l'année des bénévoles. Si on veut devenir bénévole, comment ça marche? On vient vous voir, on va sur votre site? On peut nous contacter effectivement via les réseaux sociaux, comme tout le monde, Instagram, Facebook, par mail également, par téléphone. Alors il faut vraiment me laisser des messages parce que c'est vrai que je reçois tellement d'appels que pour l'instant, entre les travaux, l'installation, en téléphone c'est compliqué, mais il y a moyen de nous contacter dans tous les cas assez facilement. Alors ça va être plus question adoption, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui veulent adopter en refuge, qui hésitent ou... Faut pas hésiter. Il y a tellement de chats dans les rues que non, allez pas chercher à acheter une race. Faut aider tous ces chats qui sont dehors, qu'on récupère. Il y a encore beaucoup d'appréhension sur l'adoption en refuge. Et souvent, les gens ont peur, ils n'osent pas parce que on connaît pas le passé de l'animal. Ici, il a toujours vécu dehors, il va pas s'adapter. Enfin, on sent que beaucoup de gens ont peur et c'est pour ça que quand ils se dirigent dans l'association, beaucoup demandent des chatons. En partant du principe que si j'adopte un chaton, je vais pouvoir l'éduquer, je vais pouvoir l'habituer plus facilement à chez moi. Mais en fait, l'appréhension, elle peut se comprendre, mais elle est fausse. Même si un chat a vécu des années dans la rue, il s'adapte très bien, peu importe son âge, il s'adapte. De toute façon, les chats qui sont trop sauvages ou qui, eux, effectivement, ne sont pas faits pour une vie en maison, on les propose pas à l'adoption, tout simplement, ces chats-là. Les chats qu'on propose à l'adoption, alors oui, il y en a qui vont avoir 2 ans, il y en a qui ont peut-être 10 ans, et il y en a qui ont passé toute leur vie dans la rue. Et pourtant, une fois qu'on les a pris en charge et qu'ils découvrent un peu le contact avec l'humain, le confort, le fait d'avoir à manger tous les jours, mais ce sera le meilleur chat que vous ayez jamais eu en fait, parce qu'il a une reconnaissance. Mine de rien, on a beau dire ce sont des chats, faut pas mettre des sentiments humains, tout ce qu'on veut, mais il y a des chats où on sent qu'ils sont heureux de cette nouvelle vie et ils le montrent et ils vous le partagent. Donc le conseil que je peux donner, c'est ne vous arrêtez pas où on dit on peut adopter un adulte, on peut adopter un chaton, on peut adopter n'importe quel chat en fait. Il faut
juste, expliquez-nous clairement votre mode de vie. Nous, on connaît nos animaux, on sait lequel pourra correspondre et lequel s'adaptera. Et voilà, on n'adopte pas un chat au physique et peu importe son âge, il y a possibilité d'avoir une belle histoire avec lui. C'est ça justement, quand je disais plutôt les conseils, c'est des choses à savoir avant d'adopter pour sensibiliser. Peu importe l'animal qu'on adopte, il faut déjà se poser les bonnes questions de est-ce que j'ai du temps à consacrer à mon animal ? Est-ce que je vais être prêt à dépenser de l'argent si un jour il est malade ou s'il se blesse ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour un animal. Mais dans ce cas-là, alors, on n'adopte pas. Et puis là j'adopte un chat, je m'engage pour 15 voire 20 ans. Faut vraiment tout prendre en compte. Faut que ce soit comme les gens on le dit depuis des années, tous les refuges le disent depuis des années, il faut que ce soit une adoption réfléchie et que tout soit pris en compte. C'est pas parce qu'on veut un chat maintenant, on en prend un, c'est si je prends un chat maintenant, est-ce que je suis sûre que dans 10 ans, je m'en occuperai toujours ? Et heureusement, la plupart des gens oui. Après, on sait qu'il y a les aléas de la vie et que parfois, malheureusement, des gens sont obligés d'abandonner leurs animaux. Et des fois, il n'y a pas le choix parce que c'est la vie. On peut pas reprocher ça à tout le monde, mais c'est vrai quand, là par exemple cette année, quand le 23 décembre, je reçois un appel d'une dame qui veut adopter son chat parce qu'elle a des puces. Qui veut abandonner. Elle va abandonner. Pas adopter. Elle veut abandonner son chat parce que son chat a des puces. Je me dis, cette dame-là, est-ce que vraiment c'était une adoption réfléchie au moment où elle l'a pris, quoi ? Et on se dit, il y a du boulot, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Après, c'est mon ressenti à moi, je sais pas si Vanny a le même, mais... Déjà, le simple fait que maintenant, effectivement, c'est la loi, c'est comme ça, tous les chats qu'on place sont pucés, vaccinés. S'ils ont l'âge, ont été stérilisés, et s'ils sont encore chatons, c'est dans le contrat, les gens sont dans l'obligation de stériliser leur animal. Et c'est vrai que maintenant, pour les gens, ça paraît logique quand on dit ça. Oui, c'est moins choquant. Les gens, ça commence à rentrer dans la normalité d'identifier et de stériliser son chat. Pas pour tout le monde, évidemment, quand on voit le nombre de chatons qui naissent dehors tous les ans. On se dit que c'est pas encore 100% de la population, mais c'est un discours qui commence, les gens s'habituent. Ça ne choque plus de dire oui, il faut stériliser votre chat, oui, même s'il vit en appartement, même si c'est un mâle. L'identification, stérilisation, c'est obligatoire. Enfin, ça devrait l'être. L'identification est obligatoire, la stérilisation ne l'est pas, malheureusement. Mais il faut que ça devienne un réflexe, parce qu'il y a juste à regarder les chiffres et que actuellement en France, il y a trop de chats par rapport au nombre de foyers qui a la capacité d'en accueillir, tout simplement. Il y a encore des gens qui nous disent oui, mais si on stérilise tous les chats, il y en aura plus. Mais il y en aura toujours en fait, parce que des chats dehors, il y en a des millions et qu'on n'aura jamais stérilisé tout le monde dans tous les cas. Donc, mais si déjà on peut réduire toute la misère qui découle de ces naissances non contrôlées dans la nature, ce serait... Ça me fait penser à quelque chose. Pendant le Covid, je sais qu'il y a eu beaucoup d'abandon d'animaux. Oui. Est-ce que vous avez remarqué ça, puisque vous avez commencé en 2011, donc vous avez vu 2020, 2021, tout ça, la période du Covid. Est-ce que vous avez remarqué, vous, une grosse vague d'abandon ? Alors la vague d'abandon, elle n'est pas arrivée pendant le Covid, elle est arrivée dans les 18 mois qu'on suivit la fin des confinements, de la phase Covid, tout ça. Une fois que tout le monde avait repris sa vie d'avant, sa vie normale, on va dire, dans les 12 mois qu'on suivit ça, la fin du dernier confinement, il y a eu une recrudescence d'abandon. Des gens qui avaient adopté pendant le Covid, parce que télétravail, parce qu'on a le temps, parce que... Donc il y a eu beaucoup d'adoptions. Au premier confinement, il y en a eu aussi, je crois, pas mal, mais moins au deuxième. Sauf que après, quand les gens ont repris leur vie, je pense que certains se sont aperçus qu'en fait, ils n'avaient pas le temps ni l'envie de s'occuper d'un animal. Et l'après-Covid, oui, il y a eu une recrudescence d'abandon de jeunes chats d'1 an, 1 an et demi, Il y en a eu quelques-uns. Il y a des moments où j'imagine que vous ne pouvez pas accueillir tous les chats du monde non plus, mais comment ça se passe dans le cas où vous ne pouvez pas accueillir en cas de refus. En cas de refus, est-ce que vous l'envoyez dans un autre refuge ou... Après, disons que la patte normande a la réputation un peu d'être, j'allais dire, le dernier recours. Refuse moins, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, un chat tout cabossé, un chat tout abîmé. Même certaines associations vont dire appeler la patte normande. Mais c'est un peu, malgré nous, spécialisé dans les cas compliqués. Les âgés, les craintifs, les fives, les leucoses, les cabossés de la vie. Mais après, oui, on refuse des prises en charge. Il y a des fois, on n'a pas le choix, parce que quand on n'a pas de place, le but, c'est pas de les entasser à l'assaut, les animaux, quoi. On réoriente les gens, oui et non, ça va dépendre du motif de l'abandon. La dame qui voulait abandonner parce que son chat a des puces, je l'ai pas réorienté vers une autre asso, je lui ai juste rappelé qu'un chat qui a des puces, c'était pas grave. Ça fait
partie de l'animal et que dans ce cas-là, une pipette anti-puce chez un véto et puis le problème était réglé. Et que des fois, on essaie de rappeler aux gens que oui, vous êtes engagés quand même vers cet animal quand vous l'avez adopté. Enfin, prenez un peu vos responsabilités et c'est toujours un peu... C'est pas un jouet, c'est pas un objet de décoration. C'est un être vivant qui a ses émotions, qui a son ressenti. Et c'est pas quelque chose qu'on pose à un endroit et quand on n'a plus envie ou parce que ça colle plus avec le nouveau canapé ou la nouvelle déco, on le met dehors ou on en change. Enfin non. Mais c'est compliqué de refuser une prise en charge parce que c'est vrai qu'on a toujours l'envie de dire oui à tous les animaux, même quand des gens nous signalent un chat errant. Bien sûr qu'on a envie de l'aider, mais si on dit non, c'est que vraiment c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et il y a toujours cette appréhension de dire il va devenir quoi en fait celui-là. Si je le prends pas, est-ce que malheureusement dans quelques temps on va me signaler qu'il est décédé? Est-ce que... C'est ça. Donc quand effectivement on nous signale des animaux errants, on essaye au maximum de trouver une solution, soit par nous, soit par d'autres assos. Et c'est vrai que par contre quand ce sont des abandons en direct. Quand c'est un motif légitime, il n'y a pas de souci, on va aider les gens. Soit à replacer le chat, soit à le prendre en charge. Quand c'est des abandons pour des motifs... Irréels pour nous, mais... ce qui nous paraît surréaliste. Anodin, on va dire. Des motifs anodins, on va dire. Je pars du principe que les associations ne sont pas des poubelles. Il faut que les gens arrêtent de penser que oui, mais je veux prendre un chat parce que c'est pas grave, si j'en veux plus, je le mettrai à la SPA. C'est vrai qu'au début de l'assaut, on avait tendance limite à s'écraser juste par peur de ce qui allait arriver au chat. Heureusement, je n'en suis plus à cette phase-là et il faut dire aux gens quand ils font n'importe quoi. Alors oui, il y a le risque qu'est-ce qu'ils vont faire de cet animal ? Une fois qu'on les a mis face à leurs responsabilités en disant mais vous abandonnez votre animal pour une raison qui n'est pas du tout légitime. Alors il y en a qui vont aller l'abandonner n'importe où dans la rue, mais en fait c'est pas aux assos ou aux refuges de s'en vouloir pour ça. On n'est pas responsable de la bêtise des gens. Il y en a qui nous le disent clairement, si le chat est fini dehors, ce sera de votre faute. Non, vous me ferez pas culpabiliser, ce sera pas de ma faute parce que c'est vous qui l'avez adopté et c'est vous qui allez le mettre dehors. Et c'est pas parce que je vous dis qu'aujourd'hui je peux pas le prendre que je suis responsable de ça. Faut que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables de l'adoption, ils sont responsables de l'abandon. Et c'est pas parce qu'une asso ou un refuge est saturé et ne prend pas en charge leur animal que c'est de notre faute. Comme l'idée qu'ont souvent les gens, je peux mettre un chat dehors, c'est pas grave, il va se débrouiller tout seul. Il va chasser des souris, il va se nourrir. Non, ça non plus. Non, c'est une légende urbaine, ça. C'est non. Il y en a quelques-uns qui effectivement auront le caractère, auront la capacité et seront dans une zone où il arrive à se nourrir suffisamment. Mais c'est quoi ? C'est 5% des chats abandonnés. À peu près. Les autres, ils vont juste mourir de faim ou de froid ou de maladie, et ou d'ailleurs. Souvent les deux. Cocher la bonne réponse, mais c'est un grand sujet, la protection animale. Il y a encore du boulot. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend du temps, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, pas d'horaire, mais on sait pourquoi on le fait. Le plus dur, ce que je dis souvent à mes bénévoles, quelqu'un qui veut s'engager dans la protection animale, je leur dis souvent, vous savez, le plus dur dans la protection animale, c'est pas les animaux. Oui. Ce sont les humains. L'animal, il a des réactions logiques de chat, de chien. Il y a toujours une cause à sa réaction, à son comportement. L'humain est totalement aléatoire. C'est beaucoup trop. Et c'est ça le plus dur à gérer. C'est pas les chats malades. Même si c'est très dur quand on passe des semaines à soigner un animal pour que finalement il finisse par décéder ou une adoption qui se passe mal. Oui, psychologiquement, c'est pas facile, même moralement, mais la bêtise humaine est plus lourde. Oui, beaucoup plus difficile à gérer. On a parlé de pas mal de choses. Vous auriez encore un petit mot sur le refuge que vous avez comme projet de créer? Des petites infos qu'on aurait oubliées ou... On a besoin d'un maximum d'aide. À tous les niveaux. Voilà, oui, c'est un gros projet. Si on veut que tous ces chats un peu laissés pour compte aient un endroit pour vivre assez rapidement, alors oui, on est sûrement la je sais pas combienième association à demander de l'aide et à demander de l'argent. Et on sait bien que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas donner. On sait que les temps sont durs, mais voilà, la cagnotte Ulule est en ligne jusqu'au 19 janvier. Et il n'y a pas de petits dons. 6 000 personnes donnent 1 euro, voilà. Voilà, alors oui, on a besoin de l'aide de tout le monde, effectivement. On a vraiment besoin de faire monter la cagnotte jusqu'au 19 et même un petit peu, ça aide toujours. Et on a aussi beaucoup de chats âgés à l'adoption. Et qui sont tous des amours, vraiment. Où est-ce qu'on peut vous contacter en particulier? On a dit tout à l'heure les réseaux sociaux, mais est-ce que je peux avoir un nom? Sur les réseaux sociaux, ça va être Sherazade ou Elodie, principalement, qui vont vous répondre. Et après, il y a l'adresse mail tout au singulier, pat.normande@gmail.com. Sur Facebook, Instagram aussi, c'est la Pat Normande aussi? La Pat Normande, oui. Ça marche, super. Et merci beaucoup d'être venu. Et puis, on encourage les gens qui nous écoutent à faire des dons ou au moins à soutenir et à être sensibilisés à votre refuge et votre projet.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à Élodie et Ivani de nous avoir fait découvrir leur association. Pour les suivre et les soutenir, c'est sur Facebook ou Instagram. Et pour contribuer au projet de construction de leur nouveau refuge, c'est sur le site ulule.com. C'était Camille pour Westrack Radio.